Bonjour, bienvenue sur ce nouveau webinaire RH Matin avec notre partenaire Indeed. Nous sommes dans une configuration de plateau live pour aborder un thème fédérateur dans la gestion RH et l'emploi. Quelles compétences pour l'avenir du travail? Les multiples transformations que nous connaissons dans le domaine de l'économie, dans le domaine des technologies, dans le domaine de l'environnement, vous bouleverse tous les secteurs d'activité économique. Alors, comment accompagner la mutation des métiers et des compétences dans le monde du travail de demain? Comment évolueront les postes? Quelles compétences deviendront indispensables? Quelle place pour la diversité et l'inclusion? Pour évoquer tous ces thèmes, nous avons 3 experts sur notre plateau. Éric Gras. Bonjour Éric. Philippe. Vous êtes senior manager talent stratégie chez Indeed. Alexandre Jude. Bonjour Alexandre. Bonjour. Économiste du laboratoire Hiring Lab d'Indeed, et Muriel Oliveau. Bonjour Muriel, directrice recrutement et marque employeur chez EY. Je vais laisser la place à nos intervenants pour qu'ils nous précisent les contours de leurs fonctions. On va commencer par Éric. Merci Philippe. Mon métier consiste à essayer d'être expert sur le marché de l'emploi, donc apporter la lumière à ceux qui ne l'ont pas forcément sur ce qu'est la réalité du marché aujourd'hui, humblement avec toutes les données qu'on collecte en France et à travers le monde, donc qui permet d'analyser les comportements à la fois des recruteurs et à la fois des entreprises dans leur globalité, mais aussi surtout côté candidat. Donc aujourd'hui, on fait matcher à peu près 30 millions d'offres d'emploi chaque jour avec 350 millions de visiteurs uniques, ce qui représente à peu près 300 terabits de données qu'on collecte chaque jour. Donc on a plutôt une bonne vision de ce qu'est le marché de l'emploi en temps réel. Et donc on va capter tous ces signaux en termes d'évolution de comportement, d'attente des recruteurs et des candidats. Merci Eric. Et du côté d'Alexandre Joude, du coup, en tant qu'économiste du Hiring Lab, quelles sont vos fonctions? Alors, au sein du Hiring Lab, qui est l'institut de recherche d'Indeed, en quelque sorte, on va regarder donc principalement les données Indeed. Donc des données qui nous viennent des CV des candidats, des clics des candidats. On a 7 millions de visiteurs uniques par mois, donc il y a énormément de données. On indexe aussi énormément d'offres. Toutes les offres qui sont sur Internet, Indeed est en mesure de les indexer. Donc on va faire parler ces données et on va les croiser avec tout simplement les données publiques économiques, pour essayer d'informer les débats sur le marché du travail. Et on publie donc à la fois des séries de données, des statistiques à destination des institutionnels, des pouvoirs publics, des recruteurs, des candidats, et également des posts de blog qui sont accessibles publiquement sur notre site hiringlab.org. Donc on l'a compris, du côté d'Indeed, une très forte exploitation de données pour explorer le monde du marché de l'emploi. Muriel Olivier, du côté de EY, quel est le périmètre de vos fonctions? Alors, mon job chez EY, c'est de diriger l'équipe recrutement et marque employeur. Nous recrutons donc pour la France en moyenne 2500 nouvelles personnes chaque année, 2000 jeunes diplômés et stagiaires et 500 profils plus expérimentés entre 3 ans et plus de 15 ans d'expérience. Donc le domaine où on recrute, c'est tous les métiers d'EY. EY est un cabinet d'audit et de conseil pluridisciplinaire. Donc on recrute des auditeurs financiers, extra-financiers, des consultants en stratégie, en transaction, en technologie et également en juridique et fiscal. Et comment vous collaborez avec Indeed ? En fait, déjà, bien évidemment, nos offres sont publiées sur le portail Indeed, puisque ça touche toutes nos cibles. On a également une page entreprise sur Indeed et également sur Glassdoor, donc qui fait partie du groupe Indeed et qui permet aux collaborateurs, et anciens collaborateurs d'ailleurs, de donner une note à son entreprise. Donc pour nous, c'est très important d'avoir ces éléments. Très bien, merci pour ce premier tour de table. Je vais vous présenter les séquences qui vont rythmer ce webinaire. Donc la première séquence portera sur les éléments contextuels pour saisir les enjeux des compétences liées à l'avenir du travail. On abordera ensuite une étude, les principaux enseignements d'une étude qui a été menée par YouGov pour le compte de Indeed. Et on verra aussi dans troisième partie un focus dédié à la diversité et à l'inclusion.
Et en partie 4, Indeed vous fournira les principales recommandations à suivre pour le domaine des compétences et les principaux éléments à prendre en compte dans l'avenir du travail. On essaiera de se garder une petite dizaine de minutes à la fin de cette session de webinaire pour discuter de manière un peu plus libre avec les participants et les intervenants. Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions sur l'interface disponible en suivant ce webinaire. On essaiera de concentrer les principales questions à la fin de la session pour en discuter tous ensemble. Je vous rappelle également qu'il sera possible de consulter le replay de ce webinaire à travers les sites Indeed et via RH Matin. Je vous propose d'entamer l'un des principaux points de ce webinaire sur les enjeux, pour revenir un peu sur la dimension contextuelle des compétences sur l'avenir du travail. Eric, comment ces compétences vont évoluer, voire se transformer ? Beaucoup plus rapidement qu'avant, parce que le monde évolue très très vite, les attentes évoluent. On parlait tout à l'heure des données qu'on récolte. On voit que les attentes des collaborateurs et des candidats a considérablement évolué. Mais les attentes des entreprises a considérablement évolué aussi. Donc tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui travaillent dans une entreprise, savent à quel point aujourd'hui il est compliqué de faire un business plan sur 5 ans, parce qu'il y a énormément d'éléments contextuels qui font évoluer les choses dans un sens ou dans l'autre. Bien sûr, on a eu la pandémie, mais il y a aussi le climat économique, géopolitique, climatique. Donc il y a énormément de choses qui rentrent en compte. Et donc aujourd'hui, c'est compliqué pour une fonction RH de faire des plans sur la comète à 5 ans, à 3 ans. On réagit à la fois sur du long terme et du court terme. Et donc il faut être beaucoup plus souple et adaptable qu'avant. Et on voit qu'il y a en effet, on y reviendra tout à l'heure, mais de nouvelles compétences qui vont devenir vraiment essentielles. Et ce qui est nouveau aussi, c'est quel que soit le métier. Avant, il y avait quand même des métiers très orientés évolutifs et d'autres sur lesquels on pouvait miser sur du plus long terme. Et là, c'est pas le cas. Autre chose qui change aussi, c'est qu'on a basculé, je le dis à chaque fois dans nos webinaires, mais d'un marché de sélection à un marché de séduction. On a encore aujourd'hui à peu près 60% d'offres d'emploi en plus qu'avant le Covid, avec l'impact d'une évolution démographique défavorable, dans le sens où la population française vieillit, donc même avec 0,8% de croissance, on se retrouve avec 60% de jobs en plus, parce que mécaniquement, il y aura de plus en plus de départs à la retraite et de moins en moins d'arrivée de nouveaux talents, donc de jeunes profils actifs sur le marché de l'emploi. Donc ça nécessite aussi de repenser différemment la façon dont on recrute, dont on fait évoluer ses collaborateurs, parce qu'on va avoir une seniorisation des métiers en France. Et donc tout ça rebat les cartes. Alors, je propose de démarrer le défilé des slides. Je crois qu'Eric, c'est toi qui as la télécommande pour mener le défilé. Donc on a vu le point sur la dimension intelligence artificielle. On peut dire aussi qu'il y a une certaine accélération des disruptions, mais dans la fresque du temps, j'allais dire dans quelle mesure, les technologies et les progrès s'intensifie, s'accélère. Alors si on parle en effet du monde de demain, du monde de l'emploi de demain, on a ici tout un tas de mots-clés, de buzzwords qui ressortent, certains plus que d'autres à certaines périodes, et en effet depuis quelques mois on ne parle que de l'IA comme si le reste n'existait plus. Pourtant le reste existe toujours. Alors la grande démission est pas vraiment un sujet franco-français, c'était surtout très anglo-saxon, très américain, mais le fait que les démissions augmentent, puisqu'on est dans une inversion du rapport de force, existe toujours. Le ghosting existe toujours. Les entretiens différés, la transparence des salaires est aussi un sujet important, puisque je rappelle qu'il y a une directive européenne qui a été votée l'été dernier. Et donc la France, comme tous les autres pays membres de l'Union européenne, ont jusqu'au printemps-été 2026 pour se mettre en conformité, donc afficher la rémunération sur toutes les offres d'emploi, pour limiter justement la discrimination entre les hommes et les femmes à l'embauche, déjà. Et en effet, l'IA est donc un sujet très fréquent aujourd'hui, et on en parle principalement grâce ou à cause de l'IA générative. Donc l'IA existe depuis toujours, Indeed existe depuis 20 ans et utilise de l'IA depuis le début. On utilise tous l'IA de façon consciente ou inconsciente dans le monde personnel et dans la sphère professionnelle, mais l'IA générative a démocratisé tout ça, et c'est là où ça génère à la fois de l'enthousiasme et de la peur chez certains, on y reviendra tout à l'heure à travers l'étude,
Parce qu'il est assez facile de se dire, au sein de mon métier, avec mes propres tâches, je découvre un outil qui est capable de faire mon travail de façon beaucoup plus rapide. Est-ce que c'est plus efficace ou pas? On y reviendra, c'est un vrai sujet. Est-ce que c'est plus éthique ou pas? On y reviendra aussi. Mais pour le coup, ça génère à la fois de l'enthousiasme chez certains en disant je peux gagner en efficacité, en rapidité, en productivité, et pour d'autres de dire potentiellement, il y a un outil qui peut me remplacer. Oui, Eric, vous souhaitiez évoquer à travers un slide du coup une accélération des disruptions, c'est-à-dire comment le progrès façonne l'avenir du travail, et on peut le voir à travers les progrès technologiques sur quasiment tout un siècle, du XXe siècle jusqu'au XXIe siècle. Oui, alors on voit une accélération très très forte en effet, et j'aime bien revenir sur le mot disruption parce que c'est pas un mot sympa à la base. Disrupter, c'est disruptif, donc c'est perturbant. Et donc le changement, c'est jamais très confortable. C'est pour ça qu'il est important de s'y préparer et de se dire que maintenant le changement va être permanent. On ne sera plus jamais dans les mêmes modèles historiques qu'avant. On le voit à chaque fois qu'on essaye justement de faire des business plans ou d'avoir des certitudes, c'est compliqué. Et donc c'est la même chose sur les métiers. Quand on a une formation aujourd'hui, contrairement à avant, on pouvait se dire potentiellement j'ai un métier pour toute ma vie, voire une entreprise toute ma vie. Les générations d'aujourd'hui ont bien vu que déjà, sur la génération de leurs parents ou grands-parents, un même métier, c'était compliqué de le garder toute sa vie. Une seule et même entreprise, c'est de moins en moins simple. Et puis, l'évolution des technologies fait qu'il faut s'adapter en permanence beaucoup plus vite qu'avant. L'exemple du maréchal Ferrand est un bon exemple, puisqu'à l'époque du maréchal Ferrand, il savait que le moteur à combustion allait tuer, entre guillemets, son métier. Et donc, les voitures allaient remplacer progressivement la charrue, les bœufs, le cheval. Et donc il avait toute sa vie pour dire à son enfant, tu feras un autre métier que le mien, puisque à la fin de ma carrière, mon métier n'existera plus. Aujourd'hui, un développeur qui commence une formation de 2 ans, potentiellement sa formation, 2 ans plus tard, sera peut-être obsolète, parce que les technologies auront évolué très vite si la formation n'est pas adaptée. Ouais, c'est vrai qu'il y a une formidable accélération à l'état actuel avec la puissance de l'IA, le cloud, le calcul informatique. C'est vraiment une accélération intense que l'on voit d'un point de vue technologique. Je voudrais qu'on aborde maintenant plutôt l'angle de la productivité avec Alexandre Jude. Là aussi, du coup, avec ce contexte d'accélération technologique et de transformation des environnements économiques, dans quelle mesure la productivité est mise à mal? Alors, c'est là peut-être qu'il y a un paradoxe entre d'un côté effectivement des changements qui se succèdent extrêmement rapidement et de l'autre des chiffres de la productivité et du progrès technique qui dans la plupart des pays développés stagnent. Si on prend un peu de recul, on peut dire qu'en réalité la productivité, ce qu'on appelle le progrès technique, donc la productivité globale des facteurs, a connu quand même un coup d'arrêt assez net dans les années 70. La France a connu une phase, on va dire, de rattrapage après la guerre. Et dans les années 70, on a commencé à constater que le progrès technique avait plus de mal, on va dire, à se traduire en croissance et in fine en gain de niveau de vie. Donc tout l'enjeu actuellement, c'est d'essayer de trouver ces gains de productivité, d'effectivement de mettre à profit les innovations qui arrivent, notamment l'intelligence artificielle. Et une façon de faire ça, c'est de mettre en adéquation les compétences avec ces technologies, essayer de voir un peu comment on peut les utiliser au sein des entreprises pour dégager des gains de productivité, des gains d'efficacité. Et ça passe effectivement par le marché du travail, par une meilleure, on va dire, connaissance de ce que ces nouveaux outils peuvent apporter aux différents métiers, aux différentes tâches qu'on va être amené à faire au sein des organisations. C'est un sujet qui est important. Pourquoi ? Parce que depuis le Covid, il y a eu beaucoup de recrutements. L'économie française dans le privé a créé à peu près 1,3 million d'emplois depuis le Covid. C'est à peu près 6% de l'emploi salarié en plus. Mais de l'autre côté, quand on regarde la production, on est seulement à 1,7% de production en plus. Donc d'un côté, on a 6%
de personnes qui travaillent en plus, mais de l'autre, on a réussi à produire que seulement 1,7% en plus. Donc, il y a une perte de productivité. Et cette perte de productivité, elle va se traduire, encore une fois, en perte de compétitivité, puisqu'on est évidemment en concurrence avec les autres pays. Elle va se traduire en hausse salariale moindre à l'avenir, parce que plus sur votre poste vous allez être productif, et au niveau global de l'économie, plus le travail sera plus productif, plus il sera possible d'augmenter les salaires. Donc à long terme, les salaires suivent l'évolution de la productivité. Et enfin, in fine, les niveaux de vie. Le niveau de vie, plus vous avez une société productive, un système économique productif, plus vous vivez mieux. Donc le sujet de la productivité est vraiment central dans les enjeux macroéconomiques actuellement. Et si on passe au slide d'après, qui vous montre l'évolution de la productivité du travail depuis le Covid, on a un effondrement dans le sillage des confinements, avec donc un PIB, une production qui va s'effondrer, mais un emploi qui se maintient en particulier en Europe. Mais quand on regarde donc à la fois sur les années 2022 à 2024 et aussi les projections sur les 3 pays européens que vous voyez ici, France, Allemagne et Royaume-Uni, on voit que finalement on reste très en retard par rapport aux États-Unis, qui utilisent beaucoup mieux toutes ces innovations et tout le progrès technique et les innovations, on va dire, organisationnelles qui sont à leur disposition. Donc encore une fois, si on regarde des enjeux comme les niveaux de vie, l'augmentation des salaires, la compétitivité, le sujet de la productivité est tout à fait clé, et ça passe par la productivité du travail et les compétences de la main-d'œuvre. On voit bien que c'est un sujet majeur en France au regard du classement de la France vu sous ce graphe. Merci Alexandre. Muriel, de votre côté, comment est-ce qu'on peut approcher l'angle de la productivité sous l'angle de l'efficacité et de la performance du UI? Comment vous percevez ce prisme? En fait, moi, j'aimerais revenir sur ce que disait Eric tout à l'heure, c'est qu'en effet, l'IA générative est déjà présente dans notre quotidien, personnel et professionnel. Donc pour moi, 3 messages. C'est donc c'est déjà dans notre quotidien. Par exemple, chez EY, on a un outil, notre chat GPT interne, qui s'appelle EYQ, qui a été développé et qui permet vraiment à nos collaborateurs, depuis plusieurs mois maintenant, de pouvoir utiliser dans un environnement sécurisé toutes les fonctionnalités propres à l'IA générative. Et pour nous, c'est une opportunité. C'est-à-dire que ça va permettre de libérer du temps sur des tâches qui en prenaient beaucoup et qui n'étaient pas forcément les tâches à plus haute valeur ajoutée, pour justement libérer du temps pour les collaborateurs, pour des tâches à plus haute valeur ajoutée, mais aussi pour la formation, pour la collaboration et pour l'équilibre vie pro, vie perso. On a parlé effectivement, on a commencé à aborder le sujet de la formation. C'est vrai qu'on forme depuis plusieurs mois maintenant l'ensemble de nos collaborateurs et également nos nouveaux collaborateurs. Donc quand vous arrivez chez EY, le premier jour, vous avez un expert IA qui vient vous expliquer ce que c'est que l'IA, comment l'utiliser, quelles sont les opportunités, mais aussi comment l'utiliser de manière éthique, puisqu'on sait, et on en parlera tout à l'heure, qu'il y a des risques également à l'utilisation de l'IA générative. Un autre point quand même que j'aimerais souligner, c'est qu'on parle beaucoup d'efficacité individuelle. Il faut savoir que l'IA générative va aussi être une belle opportunité pour l'efficacité collective. On va avoir de nouveaux outils qui vont nous permettre de faire de la gestion de projets encore plus efficace, fluidifier les tâches entre équipes, etc. Donc je pense que c'est important de le noter. Et peut-être un dernier exemple, donc vraiment sur mon équipe, donc l'équipe recrutement marque employeur, donc a été formées à l'utilisation de EYQ, l'IA générative. Donc elles ont été formées à prompter, donc c'est-à-dire parler à l'IA générative, poser les bonnes questions. Et certaines personnes de l'équipe, une majorité d'ailleurs, l'utilisent quotidiennement. Par exemple, c'est une aide en fait. Donc l'aide à la rédaction d'une annonce sur un domaine qu'on ne maîtrise pas forcément, l'aide à la rédaction de certaines communications, l'aide à la structuration de certaines idées qu'on aurait pour organiser un nouvel événement par exemple. Donc voilà, c'est dans notre quotidien, c'est déjà là, et ça se fait assez naturellement en fait. Et du coup, vous avez lancé une Prompt Academy, c'est ça, au sein de EY, si j'ai bien compris? C'est ça, on a des Prompt Academy, et effectivement, donc, nos collaborateurs sont tous formés à l'IA. Alors,
à la fois en présentiel mais aussi en ligne. Vous êtes, donc si vous avez envie de vraiment devenir un expert IA, vous pouvez le faire. Et également, on a des comptoirs de l'IA, donc on a des experts IA qui sont présents régulièrement dans nos locaux et qui sont, c'est un peu porte ouverte pour tous les collaborateurs qui aimeraient tester des choses, poser des questions. Donc là, on est en plein dedans. Voilà, c'est l'idée de former tout le monde et que tout le monde soit à l'aise avec l'utilisation de cet outil. Parfait, merci pour cette illustration Muriel. Je vous propose de passer à la deuxième séquence de ce webinaire qui est consacrée à une enquête YouGov qui a été réalisée pour le compte d'Indeed, une enquête internationale assez dense et je propose qu'Eric commence à commenter les principaux points de cette étude. Oui, alors on aime bien faire des études internationales sur différents pays parce que Alexandre l'a dit tout à l'heure, on voit ne serait-ce que sur la productivité que les choses évoluent différemment aujourd'hui selon les pays. Donc c'est toujours intéressant d'être focus sur la France, et c'est ce qu'on va faire, de regarder nos chiffres, mais de regarder aussi par rapport à d'autres, pour avoir les premiers signaux de ce qui va bien ou ce sur quoi on est en retard. Donc on a un peu plus de 9500 collaborateurs qui ont été interrogés, et près de 2500 DRH, donc c'est une cible assez représentative. Intéressant. Voilà. Et donc on va faire un petit focus sur la France. Il n'y a pas encore les anneaux olympiques quand on a pris la photo. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, l'IA, en gros, comment vous la percevez. Et dans quelle mesure vous avez confiance dans votre capacité à vous adapter aux changements qui affecteront votre poste. Et on voit que les Français sont quand même plutôt confiants. Donc on est plutôt dans une dynamique où on a l'habitude des transformations, des changements. Et il n'y a pas d'inquiétude majeure, parce que 85%, c'est quand même un taux extrêmement élevé. En général, dans beaucoup d'études, on est à 55 versus 45, c'est toujours un peu mitigé. Là, on a une réponse plutôt franche, que les gens sont plutôt confiants dans leur capacité de s'adapter à tous ces changements liés à l'IA ou autres, d'ailleurs. Et considération de votre poste actuel en cours, des 5 prochaines années, lequel de ces énoncés suivants se rapproche le plus de votre point de vue? On voit une confiance assez importante sur les compétences nécessaires à mon travail changeront modérément au cours des 5 prochaines années. Donc on revient au business plan dont on parlait tout à l'heure. Une majorité des gens répondent qu'ils ont conscience que sur leur propre métier, leurs compétences vont devoir évoluer, changer dans les 5 prochaines années. Donc c'est quand même un délai relativement court et donc une prise de conscience assez forte de la part des collaborateurs en France. Et les postes vont naturellement changer, mais au-delà des postes, nous on aime bien parler des compétences. Quand on nous pose la question régulièrement, est-ce que l'IA va détruire des emplois, etc. Si on se base sur un certain nombre d'études, un grand cabinet que je ne citerai pas disait il y a 5 ans l'IA va tuer principalement des cols bleus. Ce même cabinet dit aujourd'hui l'IA va tuer principalement des cols blancs. La vérité, c'est qu'on ne sait pas. Par contre, ce qu'on sait, c'est que tous les métiers vont être impactés par cette évolution technologique. Et il vaut mieux raisonner en termes de tâches qu'en termes de métiers. C'est-à-dire que si on divise chaque métier par rapport à des tâches, oui, il y a des tâches qui vont être automatisables. Il y a des tâches sur lesquelles on va pouvoir gagner en productivité, en efficacité, en intelligence collective, comme disait Muriel tout à l'heure. Et donc, il faut plutôt essayer de découper dans vos entreprises, pour chacun des métiers, quelles sont les tâches qu'on va pouvoir automatiser, qu'on va pouvoir améliorer. Et donc, passer de l'IA, ça peut être Terminator et tuer des emplois, à Iron Man, c'est plutôt l'IA va pouvoir être un accélérateur et donc un humain amélioré, parce que l'objectif, c'est de libérer du temps humain à forte valeur ajoutée. Et donc, on voit qu'à l'échelle mondiale, 7 personnes interrogées sur 10 pensent que les compétences nécessaires à leur poste vont évoluer au cours des prochaines années. Donc on est en gros sur la même tendance qu'en France. Donc on est plutôt sur un degré de confiance assez positif. Ce qui est très intéressant, c'est la slide d'après, enfin les 2 slides d'après, qui montrent comment se situe la France. Alors la présentation, vous l'aurez, parce que si vous êtes derrière votre écran, c'est peut-être un peu difficile à lire. Dans quelle mesure, le cas échéant, pensez-vous que chacune des personnes suivantes soit préparée au changement sur le lieu de travail au cours des 5 prochaines années? Et donc, on voit ici la France à 61%. Donc, si on fait un focus sur la France, on dit on est plutôt bien. Mais si on se compare avec l'Allemagne, avec l'Angleterre, avec l'Italie, parce que si on compare
ne serait-ce qu'en Europe, on dit souvent que la France est plus proche de l'Italie et de l'Espagne. On n'est pas dans la même culture que le nord de l'Europe. L'Italie est plus confiante que nous. Et il y a un focus que je voulais faire en particulier, c'est l'Inde. La France, 61%. L'Inde, 90%. C'est considérable. Pourquoi ? Parce que l'Inde, sur les nouvelles technologies, historiquement, est une terre où on forme très tôt aux métiers du futur liés à l'évolution digitale. Donc aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont dû développer des activités en Inde, faute de compétences en France ou en Europe. Et autre critère de satisfaction pour l'Inde, c'est qu'il n'y a aucune discrimination dans les études. Et donc, c'est en Inde qu'on a la proportion la plus forte de femmes sur les métiers de la tech. Et donc, quand on pose naturellement cette question en France, si je suis une femme sur un secteur d'activité où historiquement, il y a peu de postes pour moi, c'est pas très représentatif, peu de formation aussi, naturellement, il y a aussi une défiance un peu plus forte qui se retranscrit ici. Merci Eric pour cette première salle de réponses. Je pense qu'on va donner un peu la parole aux autres participants, aux autres intervenants du panel. Alexandre, de vos côtés, quelles sont les premières réflexions que vous inspire cette première salve de résultats de l'étude YouGov Indeed sur l'influence de l'IA et dans quelle mesure cela va impacter finalement les compétences dans l'avenir du travail? Alors moi, ça m'inspire d'abord de l'optimisme parce qu'on voit qu'il n'y a pas de rejet, on va dire, par principe du changement de la part des salariés. Je pense que la plupart des actifs sont désireux de se former. La plupart veulent apprendre de nouvelles choses, veulent se saisir des nouveaux outils. Alors évidemment, tout changement suppose un effort et c'est là que les choses peuvent se compliquer. Si on regarde aussi du côté des employeurs, et en particulier des PME, la mise en place du changement n'est pas toujours facile, surtout quand on parle de numérisation. Et si on reste sur des thématiques comme par exemple l'IA, on sait qu'on ne peut pas déployer de l'IA si vous n'êtes pas numérisé. Donc si vous êtes une PME, que vous avez déjà du mal sur les problématiques de numérisation, par nature, ça va être aussi difficile d'utiliser de l'intelligence artificielle dans votre business. Entre l'IA et la numérisation, il y a aussi une étape, on va dire, intermédiaire, qui est l'usage de la donnée. L'usage de la donnée, ce n'est pas uniquement, on va dire, des compétences dures, des compétences analytiques, des compétences de mathématiques, il y a de ça évidemment aussi, mais c'est aussi une culture. Faut apprendre à raisonner à partir de la donnée, plutôt que d'avoir, on va dire, une logique plus descendante, où on commence d'abord par des idées pour ensuite aboutir à une mise en œuvre de terrain. On commence d'abord à regarder les données de terrain et on remonte comme ça pour essayer de mettre en œuvre les politiques, les stratégies les plus adaptées. Donc, à la fois du côté des employeurs et du côté des salariés, moi je note effectivement donc la volonté de se former. Ce qu'il faut maintenant, de mon point de vue, c'est vraiment réfléchir, entreprise par entreprise, métier par métier, à la meilleure façon donc de se saisir vraiment de ces outils pour pouvoir produire mieux et plus efficacement. L'un des exemples concrets, je te coupe Philippe, mais pour dire à quel point on peut tous se l'approprier, c'est le secteur de la restauration par exemple. On parlait de l'utilisation des données. Certains restaurants utilisent des outils qui permettent de voir et d'anticiper à peu près combien de couverts ils vont faire et donc de gérer les commandes aussi. Il y a aussi un côté écologique, c'est pour éviter le gâchis. Mais du coup, il y a des vrais gains, pour le coup, là, de productivité, voire d'adapter par rapport à son service le nombre de serveurs, de plongeurs, de personnes que je dois avoir en cuisine, etc. Donc une utilisation efficace de l'intelligence artificielle, de la donnée, etc., permet, même pour des TPE, même pour des commerçants, de gagner en efficacité et en productivité. Et c'est là que ça peut bouleverser des habitudes. Oui. Le blocage est probablement plus à ce niveau-là. D'accord.
Muriel, de votre côté, sur cette dimension de compétences justement liée à l'effervescence et à l'influence de l'IA, comment vous le voyez du côté d'EY? Quel est l'impact de l'IA sur les compétences? Écoutez, en fait, nous, on recherche, et c'est dans notre ADN d'auditeurs et de consultants chez EY, des gens qui sont curieux, qui ont envie d'apprendre et qui ont une capacité d'apprentissage et d'adaptation, à la fois sur des sujets sectoriels ou techniques pour servir nos clients au mieux, mais également sur des outils digitaux qu'on utilise. Donc j'ai envie de dire qu'on va recruter en fait toujours cette même compétence. Peut-être qu'on va avoir encore plus besoin d'accentuer cela, c'est-à-dire qu'on a vraiment besoin maintenant de gens qui s'adaptent à toutes les nouvelles technologies. Le deuxième point, c'est la prise de recul et l'esprit critique. Et ça aussi, c'est aussi dans notre ADN, c'est savoir interpréter et prendre du recul, challenger les données qui vont être fournies par l'IA générative, en prenant en compte plusieurs éléments. Premièrement, effectivement, que les sources de données qui sont utilisées par l'IA générative ne sont pas toujours complètes. Deuxièmement, en prenant en considération le fait qu'il y a des biais, des stéréotypes, et on y reviendra tout à l'heure. Donc voilà. Encore une fois, c'est quelque chose, c'est pas nouveau, ce sont des compétences dont on a déjà besoin dans notre métier, mais qui vont peut-être être encore plus accentuées. Et c'est pour ça qu'on forme, bien sûr, nos collaborateurs, comme je le disais, sur toute cette dimension éthique dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et puis enfin, j'ai envie de quand même dire qu'on reste des entreprises et des organisations, donc des humains. Et en fait, ce qu'on attend, et ça n'a rien à voir avec la technologie, c'est toujours les mêmes compétences de relations humaines, de travail en collectif. Et ça, ça peut être aidé par l'IA générative, mais c'est avant tout des compétences humaines, et c'est primordial, et ça restera toujours très important dans les compétences qu'on recherche. Oui, donc les rapports humains sont toujours quand même importants dans toutes les activités sur fond de développement de l'IA. Eric, je propose de poursuivre l'examen de l'étude YouGov Indeed. Du coup, là, c'est sur la dimension des personnes, c'est ça, qui souhaitent s'adapter, c'est ça, au changement de leur poste. Oui, en fait, il y a beaucoup de biais et d'a priori. Muriel vient de le dire, et je la rejoins totalement. C'est-à-dire que sur tous les métiers qu'on recherche aujourd'hui, les compétences qu'elle a citées deviennent des compétences indispensables. C'est un prérequis de base, quel que soit son poste, sa fonction, col bleu, col blanc, etc. La capacité d'adaptation et la capacité d'apprentissage sont deux éléments vraiment vitaux. Et en effet, avec le Covid, s'est développé aussi une forme d'individualisme, et la notion de collectif est importante. C'est trois éléments clés essentiels. Et souvent, on va opposer les générations. La génération Z, elle a plus de capacité à apprendre parce qu'ils ont un smartphone entre les mains tout le temps, alors qu'un senior, c'est plus compliqué. Je parlais tout à l'heure de la seniorisation de la population. Aujourd'hui, il faut travailler au moins jusqu'à 64 ans. En gros, quand on a 55 ans, c'est compliqué de changer de poste, pour ne pas dire impossible. Dans la plupart des entreprises, on ne vous forme pas. Et donc, quand il y a des nouvelles technologies, hier déjà, vous étiez un peu mis de côté. Là, si on ne vous intègre pas et on ne vous considère pas comme les autres, vous êtes complètement largué. Et donc, il vous reste quand même 10 ans à travailler dans des conditions difficiles. Pour autant, je dis toujours que quand on a 50 ans ou plus, par exemple, des changements, on en a connu dans l'ère de la technologie. On a connu l'apparition d'Internet, Déjà. du smartphone, du Minitel, du Bebop, pour ceux qui s'en souviennent, etc. Donc, toutes ces évolutions, on les a connues, et donc on a dû s'adapter. Donc, même si notre métier n'a pas changé sur le papier, la façon dont on fait son métier, sur les 25-30 dernières années, a considérablement évolué. Donc, un senior de 50 ans est un peu plus capable, entre guillemets, il a un peu plus d'expérience au changement qu'un jeune de 25 ans. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas capable, à 25 ans, de s'adapter, mais il y est un peu moins prêt que quelqu'un qui a 50 ans. Si tant est, en effet, qu'on fasse de la formation continue, en permanence, et qu'on considère les gens de la même façon. Et donc, la notion des biais, elle est importante, parce que dans les compétences de demain, il va falloir apprendre à recruter différemment, parce que le volume et la nature même des candidats et des collaborateurs va changer. Et donc l'IA peut être un atout formidable pour limiter, voire casser tous ces biais qui existent aujourd'hui.
On parlait de l'égalité homme-femme notamment. Si on utilise l'IA intelligemment, c'est ce qu'on fait notamment avec Indeed, pour faire du matching sans se baser par exemple uniquement sur le CV. Le CV n'est pas symbole de compétence, sans se baser forcément sur une école. Beaucoup d'entreprises et de recruteurs encore continuent à associer des critères de diplôme, de niveau de diplôme et d'école à certains métiers. Là aussi, si je reviens sur la seniorisation, j'ai 45 ans, avoir un bac plus 5 quand j'ai 45 ans, à mon époque, un bac plus 5 c'était compliqué, alors qu'aujourd'hui on va demander un niveau bac plus 5. Et donc si j'ai 45 ans et que j'ai les compétences et de l'expérience, mais que j'ai qu'un bac plus 2, comment je fais ? Donc une IA peut être intelligente en disant je me focalise que sur les compétences et sur le matching des compétences demandées, des compétences disponibles chez les candidats. C'est vrai que c'est toujours intéressant de voir l'accélération des technologies. Je t'entendais, Eric, parler de la dimension de Bebop. Ça serait intéressant d'en discuter avec les jeunes générations qui sont en train de faire leur stage de 2 secondes en entreprise actuellement. Comme ma fille qui est avec nous. Voilà, c'est ça, le Bebop, ils doivent nous prendre pour des extraterrestres. Merci Eric. Alexandre, de ton côté, comment tu perçois la confiance des Français dans l'usage des technologies au travail au regard des différents facettes de l'étude qui a été présentée par Eric? Alors moi, ce que j'aimerais ajouter à ce stade, c'est que, alors effectivement, il y a donc l'aspect technologique, il y a aussi l'aspect management, l'aspect encadrement, puisque des collaborateurs, une équipe, ça s'anime. On sait que depuis le Covid, il y a eu l'éruption du télétravail. Quand on regarde par exemple le poids du télétravail dans les offres sur Indeed, ça ne baisse pas, ça se maintient. On est toujours à peu près à 10% des offres sur la France qui sont télétravaillables. Donc tout ça, si vous voulez, participe d'une même évolution. Et quand on parle de la confiance des collaborateurs, je pense qu'il faut aussi replacer ça dans le contexte plus large où on n'est plus vraiment dans le monde pré-Covid. On est vraiment dans un monde où des mots comme la flexibilité, le bien-être au travail sont beaucoup plus hauts dans les priorités des candidats et que c'est probablement un peu illusoire de rester sur un logiciel qui est un logiciel qui daterait de 5 ou 6 ans. Donc, encore une fois, effectivement, irruption de l'intelligence artificielle et de toutes ces innovations fin 2022 avec ChatGPT. Mais avant ça, il y a eu le choc du Covid. Et je pense que quand on prendra un peu de recul sur cette période, on se rendra compte que c'est véritablement la pandémie, avec les confinements, les bouleversements sociaux, professionnels qu'elle a occasionnés, qui véritablement est en train de conditionner toutes ces évolutions. Et sur le point, encore une fois, du management, l'OCDE, par exemple, publie des indicateurs de qualité du management, donc la façon dont les managers, les chefs vont interagir avec leurs collaborateurs. La France n'est pas forcément très bien classée sur ces indicateurs-là. Donc, former les gens, faire en sorte de diffuser les innovations, oui, mais aussi travailler sur la qualité du management, l'écoute des collaborateurs, donner de la flexibilité quand c'est possible, essayer de libérer les énergies en quelque sorte. Voilà ce que l'étude m'inspire. Merci Alexandre, merci pour la transition sur la dimension de la qualité du management, ce qui me permet d'introduire la troisième séquence de ce webinaire sur la dimension de la diversité et de l'inclusion. Alors Eric, vous avez fait un focus à travers cette étude autour de la diversité et de l'inclusion. Comment intégrer ces dimensions sous l'angle des compétences nécessaires aux entreprises ? Alors, je dis toujours que beaucoup d'entreprises hyper inclusives l'ont fait parce qu'elles n'avaient pas le choix. Les métiers du service à la personne, de l'hôtellerie-restauration, du BTP, ont des profils divers dans leur recrutement parce qu'il y avait une pénurie de compétences historiques ou un manque d'attractivité de ces métiers. Ça, on va le retrouver aujourd'hui dans tous les secteurs d'activité, chez les fonctions cadres et non cadres. Donc là aussi, l'objectif, c'est d'anticiper. C'est-à-dire que, par définition, il y aura moins de choix de candidats, donc il faut recruter de façon plus inclusive. Là, on n'avait pas l'habitude de recruter des femmes. Il faut recruter des femmes. De toute façon, c'est illégal, à compétences égales, de discriminer
qu'on soit un homme, une femme, par rapport à sa nationalité, ses origines, ses orientations, etc. Mais certaines entreprises le font par confort, ce qu'on appelle les biais de similitude. Donc c'est rassurant, on parlait de management tout à l'heure, parce que le recruteur ne recrute quasiment jamais que pour lui, il recrute pour des équipes. Et donc en effet, les fonctions RH sont sensibles à ce sujet-là. Par contre, les fonctions managériales intermédiaires, c'est plus compliqué. Elles ont toujours managé de la même façon, elles ont toujours recruté les mêmes profils de la même façon depuis des années, pour pas dire des décennies. Et donc là, en effet, il y a un bouleversement qui s'opère très rapidement. Et donc ça nécessite une prise de conscience de leur part, un accompagnement de leur part, mais qui est un non-choix. C'est-à-dire que hier, pour une même typologie de candidat, un recruteur pouvait lui dire tiens, je t'ai fait une sélection, tu as 20 candidats. Aujourd'hui, s'il en a 3 de qualité, parce que la quantité et la qualité sont deux choses différentes, ça sera bien le bout du monde. Et si on ne l'a pas préparé, ça, il ne va pas le comprendre. Donc c'est un enjeu pour les entreprises de productivité, de continuer à recruter efficacement. Et c'est pas parce qu'on recrute de façon inclusive qu'on a des profils moins efficaces, c'est juste qu'on n'a pas l'habitude. Et de la même façon, c'est important aussi pour les collaborateurs, parce qu'on le voit dans notre étude, c'est extrêmement recherché par les collaborateurs et par les candidats de rejoindre une entreprise qui est inclusive. Je rejoins une start-up, je suis un senior, je suis le seul senior, on a beau dire t'inquiète, t'es le bienvenu, on n'a pas de collègues à peu près de notre âge, c'est compliqué. Je suis la seule femme, c'est compliqué. Je suis la seule personne d'origine africaine ou maghrébine, etc., ou asiatique, pareil, c'est compliqué. Donc, les collaborateurs aujourd'hui ont envie que l'entreprise soit aussi un peu à l'image de la société, soit diverse. Et quand on parlait d'intelligence individuelle et collective aussi tout à l'heure, ça nourrit aussi la richesse d'une entreprise que d'avoir des gens d'âge différents. La transmission, notamment entre des seniors et des juniors, etc., apporte beaucoup en efficacité et en productivité. Et donc, du coup, à travers ce slide, vous indiquez dans votre étude que 9% des personnes interrogées dans le panel estiment que ces dimensions de diversité et d'inclusion vont perdre en importance au cours des 5 ans. Si on prend à l'inverse, ça veut dire que plus de 90% du panel estiment que ces sujets vont prendre de l'importance dans les prochaines années. Absolument. Et on voit ici, dans ce sondage, voir ce qui existe déjà aujourd'hui. Alors, l'objectif, c'est pas de faire politique, c'est pas d'être wokiste ou de faire de la diversité pour faire de la diversité, comme sur le sujet de l'écologie. C'est facile de dire sur son site carrière qu'on est éco-responsable, etc. Il faut des éléments de preuve. Et l'une des choses qui ressort énormément, ce dont on a parlé depuis le début de ce webinaire, c'est tous les biais inconscients, les biais dans le recrutement, développer le sentiment d'inclusion et donc d'appartenance. On a aussi, dans la plupart des entreprises, un gros souci de turnover des effectifs. Quand on est dans une entreprise où on se sent bien, on se sent considéré en tant qu'individu, on parle d'équilibre vie pro-vie perso, mais la considération, elle est vraiment vitale. Je suis en situation d'aidance, je suis jeune parent, je prépare ma retraite. On a tous des situations individuelles différentes. C'est ça aussi la diversité et l'inclusion, c'est de considérer les gens et de les accompagner en tant qu'individus au sein d'un collectif. Merci Eric. Je me tourne vers Muriel et Alexandre sur cette dimension de diversité et d'inclusion. Comment on associe ces dimensions à la nécessaire évolution des compétences ? Muriel, si vous voulez prendre la parole sur le sujet. Oui, bien sûr. Écoutez, déjà, je peux vous partager un peu les 3 grands piliers de notre politique diversité et inclusion chez EY. Et le premier pilier rejoint complètement ce que tu disais, Eric. C'est-à-dire, nous, notre objectif, c'est d'avoir une organisation, une culture et un leadership inclusif. Donc, ça passe encore par la formation et la sensibilisation. Il faut savoir que chez EY, tous nos managers, donc les personnes qui vont être amenées à manager, comme le disait Alexandre, et nos associés sont formés plusieurs fois, très régulièrement, au leadership inclusif. Donc ça inclut notamment des formations et des sensibilisations aux biais cognitifs décisionnels et bien d'autres choses. Et tous les collaborateurs sont sensibilisés. Le deuxième pilier de notre stratégie diversité-inclusion, c'est la place des femmes dans notre organisation, à commencer par le recrutement. Moi, mon équipe, en fait, notre objectif, c'est
pour les profils de jeunes diplômés, c'est de recruter 50% de jeunes femmes dans l'ensemble de nos métiers. C'est pas toujours évident parce que dès l'école, en fait, les jeunes femmes ne se spécialisent pas forcément dans les métiers finance, audit, conseil, etc. Donc nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de aider les jeunes femmes qui font des études à se projeter dans nos métiers. Donc on a organisé des Women in, donc des événements de recrutement. Women in Audit, Women in Consulting, Women in Transaction. On en a fait 8 cette année. Et l'objectif, en fait, c'est une après-midi où ces jeunes femmes viennent et elles sont au contact de consultantes et d'auditrices qui sont 2-3 ans plus âgées qu'elles, mais aussi elles rencontrent des managers et des senior managers. Et elles rencontrent aussi des femmes associées chez EY qui ont fait une carrière en audit, en conseil et qui ont aussi une vie équilibrée personnelle. Et du coup, le feedback qu'on a eu de ces jeunes femmes, parce que du coup, elles rejoignent EY, c'est de dire on était dans un environnement en toute confiance et on a pu échanger, interagir et se projeter dans ces métiers. Peut-être un autre exemple de ce qu'on fait, pour revenir aussi sur les biais et le fait notamment qu'il y ait très peu de jeunes femmes, en fait, pas assez en tout cas aujourd'hui, qui sont dans nos métiers de la tech et donc qui développent aussi les algorithmes de l'IA. On a organisé récemment un hackathon, donc c'est un challenge en partenariat avec Microsoft. Et en fait, on avait 100 jeunes femmes de tous horizons qui ont travaillé pendant 2 mois avec l'aide de coachs Microsoft et EY sur des vrais cas d'usage de nos clients du secteur public pour apporter leur contribution, déjà être sensibilisées à l'utilisation de l'intelligence artificielle, se former et proposer des solutions réelles d'utilisation de l'intelligence artificielle pour résoudre des problèmes. Et peut-être troisième volet troisième pilier de notre stratégie diversité et inclusion, c'est aussi, là j'ai parlé beaucoup en interne, externe, mais aussi le rôle dans la cité, donc avec la fondation EY, la mission handicap et le fait que tous nos collaborateurs aujourd'hui qui le veulent, qui le souhaitent, peuvent s'impliquer dans des associations, des organismes pour justement faire avancer tous ces sujets. Voilà. Merci Muriel. Effectivement, vous lancez beaucoup d'initiatives du côté d'EY pour développer les compétences et souvent associées aux nouvelles technologies comme l'IA. Alexandre, de votre côté, sur la dimension diversité et inclusion, quels seraient les points que vous souhaiteriez ajouter ? Je reviens sur ce qu'a dit Eric tout à l'heure. C'est vrai que les études ont tendance à montrer que les entreprises qui avaient une direction mixte, que ce soit hommes, femmes, personnes issues de la diversité, étaient en moyenne, avaient plus de succès que les autres. Ça, en termes de prise de la décision, le fait d'avoir des personnes différentes, avec des points de vue différents, dans tout un tas de secteurs, dans la finance, dans la vente, c'est des choses qui ont un impact, pour le coup, qui est mesurable. Donc c'est pas uniquement, si vous voulez, des sujets, on va dire, de discrimination, d'équité. C'est aussi un sujet d'efficacité et de productivité. Et ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier parce que c'est très important. Le deuxième point aussi sur l'aspect plus recrutement, et pour essayer aussi de casser un peu cette image ou l'impasse dans laquelle on est souvent, où on finit par discuter de discrimination positive. Souvent, un recruteur, quand il ou elle va être en face d'une personne issue de la diversité ou d'une femme ou d'une personne qui souffre de handicap, a tendance à dire il faut pas discriminer, attention aux biais, il faut traiter cette personne, on va dire, comme je traiterais le candidat moyen. Mais la plupart du temps, les personnes qui arrivent devant un recruteur et qui sont dans cette situation ont dû faire plus d'efforts que le candidat moyen pour arriver au dernier round ou à l'avant-dernier round. Et ça, souvent, on ne le voit pas. Et encore une fois, c'est quelque chose de très simple, mais qu'il faut garder en tête. Les personnes qui font face à des biais, à des discriminations, quand elles arrivent au dernier round ou qu'elles arrivent dans un recruteur, pour être là, elles ont dû surmonter beaucoup plus de difficultés que le candidat moyen. Donc,
Encore une fois, le sujet n'est pas de dire discrimination positive, attention, etc., etc. Le sujet est de garder ce fait-là en tête pour prendre aussi des décisions éclairées quand il s'agit de sélectionner les profils. C'est pour ça que l'IA a un rôle clé à jouer. Nous, chez Indeed, on est passé d'un site de mise en relation, moteur de recherche, à un site de matching, justement pour faire matcher des compétences avec des besoins d'entreprise. On fait même des entretiens sans CV. En fait, quand le candidat postule, il a rendez-vous directement avec le recruteur et c'est un premier échange, souvent en visio, d'1 quart d'heure. Et en fait, il n'y a pas tous les biais d'avant. Et souvent, les outils déjà paramétrés filtrent et donc excluent certaines populations où les candidats s'excluent d'eux-mêmes. Par rapport ne serait-ce qu'au descriptif de poste, où on ne se rend pas compte qu'il y a des biais, parce qu'il y a beaucoup de biais inconscients. Il y a rarement la discrimination avérée et consciente de la part des recruteurs. Mais la façon dont on rédige une offre d'emploi, dont on communique sur sa marque employeur, ça envoie déjà certains messages. Donc ce que disait Muriel tout à l'heure, si on est dans un secteur d'activité où il y a peu de femmes, mais je communique sur des exemples de preuves, etc., une femme va se dire « je peux m'y reconnaître, donc je vais y aller ». Merci pour cet échange dense sur la diversité et l'inclusion. On voit bien qu'à travers les partages d'informations et de points de vue, 1 heure de webinaire sur ce sujet-là, ça pourrait également être consacré. On passe à la séquence 4. Il nous reste une dizaine de minutes sur ce webinaire. La séquence 4, c'est sur les recommandations que Indeed prodigue sur comment s'adapter concrètement à tous ces changements. Eric, je vous propose d'aborder les 4 principaux points que vous souhaitiez aborder. Ouais, très rapidement pour avoir le temps d'échanger avec tout le monde, mais la première chose, c'est de partir sur l'envie de ses collaborateurs. La formulation, l'enthousiasme, beaucoup ont envie d'apprendre. Et on l'a vu à travers l'enquête et notre étude, c'est que les gens ne sont pas réfractaires au changement. Par contre, le changement, c'est en effet inconfortable. Donc, il y a une part qui est à faire individuelle et une part qui va venir du collectif, donc de l'entreprise. Donc, il faut créer les conditions pour que les gens puissent échanger entre eux. On revient à l'aspect collectif, aient envie d'évoluer, donner du sens. On en revient aussi à ce qu'il disait Alexandre sur le management. Donc, c'est vraiment un travail global. Et pas dire juste tiens, j'ai envie d'exploiter ChatGPT, non, c'est interdit, on ne va pas donner les données de l'entreprise, il faut créer les conditions et la transition pour ce faire. Ne pas écarter les travailleurs les plus âgés, je crois que vous l'avez compris, on l'a dit et répété, d'autant plus qu'on va avoir donc de plus en plus de seniors actifs en France, et donc il est important de consacrer le même budget formation à tout le monde dans l'entreprise, et pas dire je dépense 80% de mon budget formation aux nouveaux entrants, des jeunes qui vont rester entre 3 et 5 ans, et celui qui va intégrer dans l'entreprise ou qui a déjà plus de 50 ans dans l'entreprise, le laisser de côté. On l'a dit aussi, donc tout ce qui touche à la diversité et l'inclusion, c'est un enjeu sociétal, mais c'est aussi un enjeu économique, de productivité et d'efficacité, donc extrêmement important, à la fois pour les collaborateurs déjà en poste et aussi pour les candidats. Et le dernier point, donc sur lequel Indeed se bat, et je pense que ce sera vraiment la clé qui résume tout ça par rapport à la thématique globale, se focaliser sur les compétences, plus que sur des profils, sur des personas qu'on a en tête, et donc faire très attention aux outils, au processus de recrutement, aux managers et à l'IA, qui peut développer, extrapoler des biais déjà existants, et donc faire très attention à la donnée, à la façon dont on l'exploite, et donc bien choisir ses prestataires, ses partenaires, et bien avoir aussi une politique interne très orientée là-dessus pour être vigilant. Merci Eric pour ces 4 principaux piliers à retenir pour le développement et l'adaptation des compétences sur le marché du travail. Muriel, au nom d'EY, ça vous fait penser à quoi ces 4 recommandations ? Non, mais je pense que c'est assez optimiste comme conclusion. Et puis moi, j'ai envie de dire, faisons-nous confiance et faites-vous confiance. Je pense qu'en fait, voilà, comme je disais, l'IA générative, elle est déjà dans notre quotidien. Donc voilà, il faut apprendre à l'utiliser. Et j'ai envie de rappeler qu'en fait, l'IA est au service de l'humain, et pas l'inverse. Donc je reviens encore sur ce que je disais. Je pense que c'est une grande aide, c'est une opportunité. Maintenant, on est des humains et nous, ce qui nous caractérise, c'est justement toutes les relations humaines qu'on a dans les organisations et c'est notre force. Donc je pense que voilà, c'est un outil, c'est une opportunité.
passé, mais revenons à qui on est, qui nous sommes, des êtres humains, dans le collectif, en entreprise. Merci. Alexandre, de votre côté, vous vous retrouvez dans ces 4 piliers de conseil ? Oui, totalement. Je regardais surtout la quatrième, délaisser peu à peu les emplois au profit des compétences. Je pense que là, il y a un vrai chantier, notamment par rapport, encore une fois, à la productivité. Il ne faut pas avoir peur de tester, de donner la chance à des collaborateurs, d'essayer des méthodes, des processus nouveaux, parce que c'est probablement grâce à ça que, encore une fois, les innovations vont se diffuser dans l'économie. Il ne faut pas avoir peur de sortir de la routine, de sortir des habitudes pour essayer de tester des nouveaux outils et mettre à l'épreuve des collaborateurs ou même tester des idées qui viennent directement des collaborateurs. Je pense que c'est très important. Nous, sur Indeed, par exemple, depuis qu'on fait du matching, là, on regarde aussi l'envie des candidats. C'est-à-dire que si on se base uniquement sur leur CV, on va proposer que des postes qu'ils ont déjà occupés. Quand un candidat, par exemple, je sais pas, est conseiller bancaire, et on voit que systématiquement ses recherches vont se tourner vers, je sais pas, de la menuiserie, par exemple, une IA basique va dire, bah non, c'est pas fait pour toi, parce que tu n'as jamais été menuisier, tu n'as pas de diplôme de menuisier. On ne sait pas si c'est pas sa passion à côté. Et donc nous, on va regarder, sans jamais exclure le reste, justement par rapport à ses recherches, en se disant, bah, on voit qu'il a des aptitudes. Aussi, ça peut être par rapport à la taille de l'entreprise, au secteur d'activité, par rapport à des mots-clés. Donc ça veut dire en effet qu'il faut se faire confiance et que l'IA peut aider à condition qu'on laisse du temps à l'humain et que l'humain ouvre ses chakras et laisse aussi l'opportunité aux candidats. Ouais, on voit effectivement les passerelles qui existent entre les dimensions de soft skills et de compétences. Il faut vraiment laisser la chance aux jeunes, même si ce n'est pas leur cursus initiaux. On arrive bientôt à la fin de ce webinaire. On va laisser le slide qui va intéresser tous nos participants. C'est le lien pour retrouver l'étude Indeed YouGov directement sur Internet, complète. Donc vous pouvez décortiquer tous les enseignements de votre côté. Cette étude est mise à disposition par Indeed. Il nous reste juste une à 2 minutes pour prendre une question un peu libre de la part de nos participants. On l'a déjà un peu évoqué, mais j'aimerais qu'on boucle cette session avec cette question sur la question des changements dans les compétences. Est-ce qu'on peut indiquer, par rapport à l'étude que vous avez réalisée du côté d'Indeed, que finalement les changements sont aussi rapides dans tous les pays du monde ? On l'a déjà évoqué un peu dans ce webinaire, mais je pense que ça me paraît assez essentiel quelque part quand même de revenir sur ce panorama mondial de l'adaptation des compétences. Eric, peut-être ? Oui, rapidement, mais ce qu'on constate au niveau international, historiquement, c'est que les pays anglo-saxons sont plus ouverts au changement. Ils testent assez vite, ils laissent la chance assez vite. En Europe centrale et notamment en Europe du Sud, on est toujours un peu méfiant, on a du mal, on regarde ce qui se fait d'abord avant de changer. On change beaucoup plus vite qu'avant, sur plein de sujets. On l'a vu, on le voit nous avec tes chiffres, Alexandre, sur le télétravail, sur la transparence des salaires. On est capable de rattraper le retard, mais on a toujours un temps de départ qui est assez court. Et donc, il est difficile de changer les habitudes. Et on voit qu'en France, on recrute encore énormément sur le diplôme. Là, les États-Unis viennent de lancer, notamment avec Indeed, il y a des tests grandeur nature. Il y a quelques mois, justement, le recrutement sans diplôme. On ne se base plus sur le diplôme, mais uniquement sur les compétences. Et donc, il y a énormément d'entreprises qui se sont lancées dessus, avec de la data, justement, pour regarder l'efficacité derrière en étant héroïste. Et ça fonctionne. En France, on en parle, mais on n'agit pas encore assez. Alexandre et Muriel, est-ce que vous avez un mot-clé finalement à synthétiser sur la capacité de la France à s'adapter sur ce challenge des compétences, ça serait lequel ? Confiance. Ouais, moi j'ajouterais courage aussi parce qu'il en faut. Très bien, merci beaucoup pour l'ensemble de vos contributions sur cette session de webinaire. Cela fait pile poil 1 heure que nous avons commencé. Nous allons clore la session. Je vous rappelle à tous les participants qu'il sera possible de revoir le replay de ce webinaire à la fois sur le site d'Indeed et sur le site de RH Matin. Je vous rappelle également qu'il y a, si on peut remettre le slide éventuellement, du lien hypertexte pour télécharger l'étude, ou sinon on peut le mettre aussi également sur l'espace chat de conversation avec tous les participants.
Merci beaucoup à nos intervenants pour cet échange intéressant d'1 heure sur les compétences et sur l'avenir du marché du travail. Je propose de clore cette session dans ce studio où il fait une chaleur torride. On a eu une bonne idée de ne pas faire ça en public. Merci beaucoup en tout cas pour cette session et à très bientôt pour la rentrée. Bon été à tous. Au revoir. Merci. Merci.